Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons commencer ce webinaire dédié au rôle des conseils d'administration dans cette crise. La Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève est très heureuse de vous proposer ce webinaire en collaboration avec Schellenberg Wittmer. Je crois qu'on a beaucoup parlé du rôle, du devoir des entreprises et des employeurs. Il ne faut pas oublier les conseils d'administration qui ont la haute direction des entreprises. Et on verra peut-être au cours de ce webinaire que des pratiques ont été parfois différentes sur comment conduire et que faire pour un CA dans cette période. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément encore la Chambre de commerce de Genève, nous sommes dédiés à aider de toutes les manières possibles les entreprises à exercer leur activité, leur donner des conseils ou partager des bonnes pratiques fait partie de cela. C'est la raison pour laquelle nous avons été très heureux de mettre sur pied ce webinaire. Pour les entreprises qui sont actuellement confrontées à la reprise du travail, si vous avez des questions, que vous soyez membre ou non d'ailleurs de la Chambre de commerce sur l'application des plans de protection en entreprise, la CCIG dispose d'une cellule dédiée pour cela. Vous trouverez le lien, les coordonnées pour y faire appel depuis la page Internet de la Chambre de commerce. Voilà, avant de présenter les trois orateurs du jour, quelques mots sur le déroulé de ce webinaire. La présentation à trois voix va durer grosso modo 60 minutes. Après, il y aura un moment de questions-réponses. Je vous encourage à poser les questions via la petite boîte questions-réponses ou Q&A si vous avez Zoom en anglais. Puis si vraiment la question est trop compliquée ou trop longue à formuler par écrit, alors vous avez la possibilité de lever une main virtuelle, auquel cas je vous proposerai d'ouvrir votre micro et de vous donner la parole. Alors, nous aurons tout d'abord comme orateur Christophe von Lanten, qui est avocat associé au sein de l'étude Schellenberg Wittmer et qui est spécialisé en fusion, acquisition et gouvernance d'entreprise. Lui succédera Jean-Frédéric Maraya, qui était également associé dans cette étude, spécialisé en droit fiscal suisse et international, chargé de cours à l'université et qui préside également la commission fiscale de la CCIG. Et enfin, Olivier Harry, Off Counsel au sein de l'étude Schellenberg Wittmer, spécialiste en insolvabilité. Je crains que malheureusement ce soit un thème dont nous allons passablement parler ces prochains temps. Spécialiste en insolvabilité, assainissement et restructuration, professeur à l'université de Neuchâtel en droit des sociétés et de l'insolvabilité. Christophe von Lanten, je vous passe la parole, le micro est à vous. Merci Alexandra pour cette introduction. Effectivement, donc le rôle du conseil, le rôle de l'administrateur, c'est un rôle qui est très important. Il n'y a pas encore eu beaucoup de discussions à ce propos-là, donc c'est pour ça qu'on s'est proposé d'en parler. Ce n'est pas un rôle honorifique de loin, il y a des obligations légales, il y a aussi la responsabilité de l'administrateur qui est sur la table. Donc c'est vraiment des questions très brûlantes maintenant avec la crise. Donc, on le voit avec la crise, le choc économique est très lourd. Il y a les premières statistiques qui tombent maintenant en matière de prévision conjoncturelle. Le SECO prévoit une régression de 6,7% du PIB cette année, ce qui est considérable. Un taux de chômage de 3,9% cette année qui devrait augmenter à 4,1% en moyenne l'année prochaine. C'est bien évidemment une contraction des dépenses de consommation, une contraction de la production, donc un impact économique qui est vraiment lourd et qui se reflète d'ailleurs dans les demandes d'indemnité pour la réduction de l'horaire de travail. C'est à peu près 200 000 entreprises qui ont d'ores et déjà demandé des indemnités. Ça représente à peu près 2 millions d'employés, de travailleurs touchés en Suisse, donc 37% de la force active. Ce qui est bien évidemment énorme.
Ça se reflète également dans les prêts Covid, ces prêts qui sont cautionnés par la Confédération à des taux très, très avantageux. Plus de 100 000 PME ont demandé des prêts Covid à ce jour, pour une totalité de 16 milliards. C'était en fait pas à ce jour, c'était mi-avril. Donc là, encore une fois, ça montre très bien les difficultés financières que les sociétés suisses rencontrent. Et puis, très récemment, Deloitte a publié une étude intéressante qui malheureusement montre que 24% des entreprises indépendantes interrogées s'attendent à devenir insolvables à très court terme. Donc, c'est vraiment un impact économique très lourd à ce jour. Les conseils d'administration auront beaucoup de choses à faire, font face à des challenges qui sont très importants. Alors, dans le contexte de ce webinaire, ce qu'on voulait vous faire, c'est d'abord vous présenter une sorte de vue d'ensemble de la dynamique pour le conseil d'administration. On aime bien ce schéma parce qu'il donne une bonne perspective sur qu'est-ce qui peut se passer pour le conseil d'administration. Alors, ce qui est clé d'un point de vue du conseil, c'est l'évolution de la santé financière de la société. Lorsque la santé financière se dégrade, en fait, on passe pour le conseil d'administration d'une phase de supervision active. C'est une supervision active parce qu'on est dans une situation de crise et donc le conseil d'administration, on va vous le montrer, doit vraiment prêter attention à ce qui se passe, d'une supervision active, voire même à des mesures d'assainissement. Donc, c'est l'axe du milieu, l'insolvabilité, le surendettement, c'est la chose à éviter pour le conseil d'administration et pour l'entreprise. Eh bien, le conseil d'administration pourrait être amené à mettre en place des mesures d'assainissement pour éviter précisément une insolvabilité, un surendettement. C'est très important parce que les administrateurs peuvent engager leur responsabilité personnelle. Dès qu'il y a une insolvabilité, un surendettement, en fait, ils sont exposés à une responsabilité vis-à-vis des créanciers qui pourraient en fait essayer de rechercher les administrateurs parce qu'ils n'ont pas bien géré la société. Donc, on voit tout à fait la responsabilité personnelle et directe des administrateurs. Ce qu'on voulait aussi avec ce schéma mentionner d'emblée, c'est que si malheureusement des mesures d'assainissement ne sont pas effectives, ou bien si la société devait devenir insolvable ou surendettée, ça ne veut pas dire que c'est la fin, ce n'est pas la fin de la route en fait. Il y a toujours la possibilité d'obtenir un sursis concordataire ou un ajournement de la faillite sur la base d'un plan d'assainissement. Ce qui veut dire aussi, et c'est très important, c'est que le conseil d'administration, le chef d'entreprise, le CEO reste en contrôle de la société dans cette phase-là. Ce n'est pas la fin de la société, par opposition alors à la faillite ou à la liquidation forcée. Et pas mal d'entreprises auront affaire, Alexandra, comme vous l'avez souligné, on va passer probablement d'une supervision active à des mesures d'assainissement et pour les sociétés les moins chanceuses, malheureusement, un sursis concordataire ou un ajournement de la faillite. Un point important qu'il faut relever d'emblée, c'est quelque chose que le schéma ne montre pas ici, c'est que bien évidemment le rôle du conseil d'administration est différent suivant la taille de la société, suivant la complexité de la société, suivant son organisation interne. On peut prendre différents exemples. Dans le cas d'une start-up qui est pre-revenue, pre-profit et dont les liquidités dépendent réellement de rounds de financement successifs, le rôle du conseil d'administration sera différent, par exemple, que dans une PME où les liquidités proviennent principalement des opérations, de l'activité opérationnelle de la société. Un autre exemple, c'est celui des grandes sociétés privées qui ont des besoins en capitaux le plus souvent relativement sophistiqués, qui peuvent même avoir émis des obligations sur le marché, ce qui arrive souvent en fait, pour les sociétés suisses, qui sont très friandes d'émissions de bonds et qui peuvent avoir des chaînes de valeur compliquées. Dans ce cas-là, le rôle du conseil d'administration sera également différent. Donc, il y a une grande diversité entre les petites et les grandes entreprises qui se traduit par un rôle relativement sensiblement différent pour le conseil d'administration. Ça peut être un rôle plus simple, dans le cadre d'une start-up par exemple,
Ça peut être un rôle beaucoup plus compliqué dans le rôle même d'une PME ou bien d'une grande entreprise en main privée. Ce dont on ne va pas vous parler aujourd'hui, c'est en fait les besoins des sociétés publiques, des sociétés cotées en bourse. Les sociétés cotées en bourse ont des problèmes additionnels. Si vous êtes intéressé, en fait, on a publié une checklist pour les sociétés cotées en bourse. Et là, effectivement, il y a d'autres problématiques auxquelles il faut vraiment prêter attention. Donc, aujourd'hui, notre webinaire s'adresse aux administrateurs, mais pas seulement aux administrateurs, aussi aux chefs d'entreprise, aux CEO qui doivent travailler, qui doivent supporter le conseil d'administration pour comprendre comment, en fait, les chefs d'entreprise peuvent faire en sorte que le conseil d'administration puisse assumer sa responsabilité et son rôle. Alors, pour commencer, c'est vraiment stricto sensu le webinaire. On pensait vous présenter quels sont les principaux enjeux dans le cadre d'une crise, quelle qu'elle soit, mais particulièrement de la crise Covid. On les a distillés en 5 enjeux principaux. C'est un peu artificiel, il y en a certainement plus, mais c'est une bonne façon de voir les choses. D'abord, c'est pour le conseil d'administration avoir un système d'alarme en place. Donc, le conseil d'administration doit s'assurer qu'il puisse intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Et pour ce faire, il est très important qu'il y ait un système d'alarme, c'est-à-dire que le conseil d'administration puisse obtenir l'information dont il a besoin et qu'il puisse suivre l'évolution financière de la société. Ensuite, c'est bien évidemment la mise en place de mesures d'urgence pour faire face à la crise. Et les conseils d'administration, les sociétés ont fait face à ces questions-là maintenant depuis plus de 2 mois. Parmi les mesures d'urgence, assurer la continuité des opérations, donc assurer la protection des employés, s'assurer la résilience de la chaîne de valeur, de la chaîne d'approvisionnement, c'est devenu clé. C'est un autre enjeu. Le 4e enjeu, ce sont les liquidités, bien évidemment. Donc, il faut s'assurer que la société ne devienne pas insolvable. Et on passera pas mal de temps, en fait, dans ce webinaire sur les liquidités elles-mêmes, puisque c'est un élément clé. Et puis, finalement, le dernier enjeu dans la gestion d'une crise pour le conseil d'administration, c'est vraiment de s'assurer aussi que la société puisse continuer, alors on utilise le terme anglais de going concern, donc puisse continuer à exercer ses activités. Là, ce n'est pas une question de liquidité, c'est une question de surendettement. Est-ce que les dettes dépassent les actifs, ce qui veut dire que la société pourrait être surendettée. Donc voilà, ça c'est un peu les principaux enjeux. Comme il y a une grande diversité aussi dans les sociétés, il est peut-être bon de parler de gouvernance. Olivier, tu veux dire 2 mots sur ça? Oui, volontiers. Merci Christophe. C'est vrai que là, on a 5 enjeux et la question qui se pose clairement, c'est qui fait quoi en fait et qui est en charge de mettre en place les mécanismes en lien avec ces 5 enjeux. Et ça nous paraît assez utile de vous rappeler un peu, c'est peut-être des basiques pour certaines et certains d'entre vous, mais vous rappeler un peu les fondamentaux du fonctionnement d'un conseil d'administration appliqué à une période de crise. Il y a finalement deux modalités de fonctionnement des conseils d'administration en Suisse. On voit dans les petites sociétés, finalement, le conseil d'administration est, passez-moi l'expression, un peu au four et au moulin. Ce sont donc vraiment les administrateurs qui font tout, qui dirigent la société, qui font de l'opérationnel, qui font du stratégique. Et puis, dans le paysage de société suisse, on a aussi des plus grandes sociétés, également des startups avec des modalités de financement assez sophistiquées qui font que là, on a un conseil d'administration qui est beaucoup plus distant de l'opérationnel et qui se préoccupe véritablement de stratégie. Et donc, la question qui se pose en lien avec la présentation d'aujourd'hui, au sein des conseils d'administration qui ont délégué la gestion à une direction, c'est que fait-on nous en tant que membres du conseil d'administration et que doit faire la direction? Et la réponse, elle est simple et en fait, elle découle aussi du schéma précédent. La responsabilité du conseil d'administration, elle s'accroît dès lors qu'une société est en crise, respectivement est en train de s'enfoncer dans une crise financière. Tout le monde ou presque connaît l'article 754 du Code des obligations et cette fameuse action responsabilité contre les organes, c'est-à-dire le conseil d'administration
et également les personnes qui s'occupent de la direction. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va dans la crise, plus la responsabilité du conseil d'administration est accrue parce qu'à la fin, c'est le conseil d'administration et lui seul qui doit tirer la sonnette d'alarme et aviser le juge du surendettement sur la base de l'article 725 alinéa 2. Et le conseil d'administration ne peut pas se défausser sur une direction en disant c'est pas moi, c'est elle. Et donc finalement, ce que l'on peut dire, c'est qu'en période de crise financière, donc, le conseil d'administration ne doit pas hésiter à descendre un peu. Pourquoi descendre? Parce que finalement, dans un conseil d'administration qui a délégué la gestion, ce conseil d'administration fait de la stratégie et donc il est dans un avion, peut-être pas trop haut, mais dans un avion à 5-7 000 mètres. Et plus la crise devient marquée, plus le conseil d'administration doit, entre parenthèses, atterrir et prendre de moins en moins de distance et donc descendre à une vue d'hélicoptère à la fin pour vraiment surveiller ce qu'il se passe de très près pour être en mesure de satisfaire à ses obligations en matière de responsabilité. Et donc, en cas de crise, il n'est pas choquant, au contraire, que le conseil d'administration soit, alors bien sûr, fonctionnellement, il sera toujours au-dessus d'une direction, mais soit à côté de la direction pour épauler la direction, pour échanger avec la direction et non pas simplement critiquer à distance ce que fait la direction. Et ça nous paraît essentiel. Un autre élément qui nous paraît essentiel, c'est le flux de l'information. En général, lorsqu'on délègue la gestion en tant que membre du conseil d'administration et en tant que conseil d'administration, on doit s'assurer que l'information circule. Ça, c'est la théorie. En pratique, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, en tant que membre du conseil d'administration, on est parfois un peu mis devant le fait accompli en disant « mais je ne savais pas ». Effectivement, c'est embêtant, mais il aurait fallu savoir. Et donc, en période de crise, ce qui est clair, c'est qu'il faut mettre en place un reporting beaucoup plus serré, beaucoup plus fréquent avec les équipes qui sont sur le terrain. Tu parlais, Christophe, des indicateurs, des systèmes d'alarme. Pour reprendre ma métaphore de l'avion, s'il n'y a personne qui voit le petit bouton rouge qui clignote ou bien la petite aiguille qui tourne et qui affiche la perte de vitesse et d'altitude, on s'écrase. Et on n'aura pas vu pourquoi on s'écrase, on n'aura pas pu reprendre les commandes. C'est exactement comme ça dans un conseil d'administration. Pour pouvoir lire les systèmes d'alarme, il faut mettre en place un très bon système de communication et d'information. Brièvement, sur cette diapositive, on a voulu mettre en évidence quelques mesures conservatoires opérationnelles et leurs enjeux dans le contexte actuel du Covid. Parce qu'aujourd'hui, la présentation aujourd'hui est axée sur le surendettement, la perte de capital, les difficultés financières, mais il y a aussi d'autres enjeux qu'il ne faut pas omettre, qui pourront avoir un impact sur la santé financière de la société. Premier élément à mentionner, on a beaucoup parlé de télétravail. Un élément crucial pour que la société continue son activité, c'est d'être pleinement opérationnel en télétravail. Alors, on a déjà un peu d'expérience, un peu de recul pour celles et ceux qui sont autour de la table virtuelle. Peut-être vous dites, oui, ces questions, on se les a posées il y a 4 semaines. Peut-être pas. Et la question essentielle, c'est est-ce que le système IT résiste, respectivement, va continuer à résister à une demande accrue de ressources pour assurer le télétravail. Parce que le télétravail, tant que ça fonctionne, ça va. Si les serveurs IT sont down, ça ne fonctionne plus. Et là, il y a clairement un élément à mettre sous contrôle, très serré du conseil d'administration. C'est tout ce qui concerne l'IT qui est mis à rude épreuve par les temps qui courent. Deuxième élément en lien aussi avec l'environnement du travail, c'est le télétravail et la productivité, respectivement le télétravail en lien avec l'innovation. On a lu beaucoup d'articles ici et là qui disaient que le télétravail favorise clairement la productivité. Une question assez fondamentale dans notre paysage helvétique qui est axé sur l'innovation, c'est est-ce que le télétravail va faire progresser l'innovation ou au contraire va la tuer? Et je vous recommande la lecture d'un article de Charles Cuvelier qui est paru dans Le Temps ce week-end. C'est un professeur belge à l'École polytechnique de Belgique qui a fait une analyse assez pointue de l'impact du télétravail sur l'innovation.
et qui arrive à des conclusions assez intéressantes. En définitive, attention, le télétravail pourrait bien tuer l'innovation. Et ces conclusions me paraissent tout à fait justes. Il met en avant le fait que lorsque l'on est en télétravail, on est moins soumis à l'attention de ses managers, donc on ressent moins sa valeur ajoutée, donc on se démotive. On a également moins d'accès à l'information, donc on perd du temps sur des tâches purement administratives alors qu'on pourrait les axer sur d'autres choses, du développement, de l'acquisition de clientèle. Et donc, la conclusion ici, c'est de dire au management et donc au conseil d'administration, attention, le télétravail, c'est bien pour la productivité, mais il faut adapter la conduite des troupes, si j'ose dire, en conséquence. C'est-à-dire qu'on ne gère pas des troupes en télétravail comme on les gère sur place. Il faut garder le contact, il faut motiver le personnel d'autant plus dans ces périodes-là. Troisième élément qu'on voulait mettre en évidence, là qui a un impact direct sur la productivité et la santé financière donc, de la société, c'est tout ce qui concerne la chaîne de valeur et d'approvisionnement. En d'autres termes, la question c'est finalement où est-ce que je m'approvisionne? Et il faut le savoir, hein, parfois on ne sait pas très bien en tant que membre du conseil d'administration quelles sont les chaînes d'approvisionnement. Eh c'est le moment de se poser cette question, de se dire où est-ce que je m'approvisionne? Qui sont mes sous-traitants? Et est-ce que ces personnes-là vont être en mesure d'accomplir leur activité? Et on peut ici s'inspirer des cartographies qui ont circulé sur l'évolution du virus, hein, finalement. Et cette évolution du virus, elle nous montre bien l'évolution également de l'incapacité à éventuellement fournir des activités et potentiellement pour l'entreprise qui sous-traite, respectivement qui se fournit à l'étranger, l'incapacité de faire face à ces obligations avec des clients mécontents qui résilient les contrats, etc. Dernier point, c'est le passage en revue des contrats importants. Quand on dit les contrats importants, c'est les contrats économiquement importants, respectivement les contrats avec des contreparties, des co-contractants qui sont importants pour la survie de l'entreprise. Là, ça vaut la peine de passer en revue tous ces contrats, si ce n'est pas déjà fait, de voir les enjeux en lien avec ces contrats, et puis de voir en particulier deux choses, si on veut mettre l'accent et le focus, c'est deux éléments importants à mon avis. C'est un, est-ce qu'il y a des contrats de durée finalement qui pourraient potentiellement être résiliés au cas où la société s'enfonçait dans la crise financière? On pense parfois à des contrats de bail hors de prix qui ne servent pas finalement à grand-chose. On a des grandes surfaces inoccupées qu'on a gardées au cas où. Premier exemple. Et puis, deuxième exemple, les contrats de prêt, hein, quand on se finance auprès de tiers, auprès de banques, auprès de pools bancaires. Là, ça vaut la peine de vérifier les clauses de défaut, c'est-à-dire à partir de quand est-ce que l'on est considéré en défaut, ce fameux terme anglo-saxon qui signifie en gros que le débiteur n'a pas payé, et puis surtout voir les conséquences de ce défaut. Il y a dans certains contrats des clauses assez sophistiquées qu'on appelle les cross-defaults, c'est-à-dire s'il y a un défaut pour un contrat, eh bien, on est réputé être en défaut pour tous les contrats avec pour conséquence ce qu'on appelle l'acceleration, hein, qui fait que tous les contrats sont résiliés d'un coup. Ça a une conséquence majeure, c'est que votre passif du bilan augmente de manière proportionnelle en quelques jours. Il peut être décuplé simplement par cet effet de clause. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on voulait vous dire en lien avec ces mesures conservatoires opérationnelles. Merci Olivier. Donc on passe maintenant à la revue des liquidités, puisque c'est un peu le sujet principal de notre webinaire aujourd'hui. Avec ce schéma, ce qu'on essaie de vous montrer, c'est que le conseil d'administration, comme l'a dit Olivier, doit avoir une vision vraiment détaillée dans le cas d'une crise, vision détaillée des liquidités de la société, ce qui est fondamental, puisqu'effectivement le conseil d'administration doit pouvoir tirer la sonnette d'alarme lorsque la situation l'exige. Donc, c'est premièrement pour le conseil d'administration, la nécessité vraiment de revoir de manière régulière le cash flow actuel, le cash flow budgété. Donc, il faut revoir en fait l'évolution des liquidités contre les prévisions. Les prévisions généralement seront mises à jour de manière régulière. Le conseil d'administration, et c'est vraiment une responsabilité qui lui incombe,
doit avoir un plan de liquidité, doit avoir un plan de cash flow. Alors, généralement, ce sera de 6 à 12 mois, mais dans les situations de distress, en fait, pour que le conseil d'administration et les administrateurs se rendent compte exactement de ce qui se passe, ça sera même plus serré, ça sera à 13 semaines. Il devra y avoir bien sûr une revue des contrôles, des coûts sur le plan de la société. Donc, c'est des éléments que le conseil d'administration doit absolument revoir. Ça relève de ses obligations. La dette financière, ensuite, donc la société aura des prêts bancaires, aura des obligations. Comme l'a relevé Olivier, en fait, dans le cadre des dettes financières ou des prêts bancaires, il y a toute une série de représentations, de garanties que le conseil d'administration doit revoir pour savoir, comme Olivier l'a mentionné, si la dette financière peut être accélérée. Bien évidemment, si elle s'accélère, ça peut sonner le glas de la société, puisqu'en fait, l'impact sera de donner tout le pouvoir aux créanciers qui pourront ensuite décider du sort de la société. Donc, la revue de la dette financière est très importante pour le conseil d'administration. Le conseil d'administration, ensuite, dans la revue du cash, de l'utilisation du cash, doit également revoir les investissements. Les investissements, c'est l'utilisation de cash pour la société. Il y en a différents types. Ça peut être des investissements qui sont nécessaires pour la continuité de la société, qu'il faudra financer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi des investissements qui sont plus discrétionnaires, qui peuvent être gelés. Donc, pour les administrateurs, il y aura des choix à faire cette année, l'année prochaine, d'un point de vue de la gestion des liquidités pour passer à travers la crise. Et puis, le point qu'on mentionne également ici, c'est pour le conseil d'administration, ce qui est très important, c'est une revue de la solvabilité, non seulement de la société elle-même, mais également des contreparties. Et cette revue est très importante pour avoir une vue correcte des liquidités de la société. Si la société s'attend, par exemple, à un paiement important d'un client dans un mois, mais que ce client fait face lui-même à des difficultés financières importantes, eh bien, ce cash flow ne va pas être reçu. Et donc, pour avoir une bonne vision du cash flow à court terme et à moyen terme, faire une analyse des contreparties importantes est fondamental pour le conseil d'administration. Ça veut dire aussi que le conseil d'administration peut procéder à des corrections de valeur. Certains actifs ne valent plus ce qu'on pensait qu'ils valaient si la contrepartie est en difficulté financière. Donc, c'est vraiment une vision très détaillée qui est critique pour le conseil d'administration en matière de liquidité. Il y a aussi les aspects fiscaux, de dette fiscale. Jean-Frédéric, tu vas adresser cette approche? Oui. Merci Christophe. Donc en effet, c'est vrai que quand une société fait face à des difficultés financières, elle doit évidemment tenir compte de ses obligations fiscales et puis de sa dette fiscale. Alors le terme de dette fiscale est un terme assez générique. En réalité, les obligations fiscales peuvent toucher différents types d'impôts. Alors, premièrement, l'impôt auquel on pense en premier lieu pour une société, ce sera l'impôt sur les bénéfices, respectivement l'impôt sur le capital. C'est vrai qu'il y a dans ce domaine-là un décalage temporel, puisque l'année des difficultés financières, il y aura peut-être moins de bénéfices, mais il n'empêche que durant cette année-là, il y a encore des soldes d'impôts pour le passé. Et c'est donc un petit peu cette situation qu'il convient de gérer. De manière générale et hors situation Covid, de manière générale, les entreprises, comme tous les contribuables, peuvent envisager des facilités de paiement qui sont, le cas échéant, à discuter avec le fisc. Et dans un contexte ordinaire hors Covid, généralement, ces facilités de paiement permettent de différer le montant d'impôt à payer, mais il faut le payer et puis les intérêts courent. Donc, ce qui est particulier aujourd'hui dans le cadre de Covid, c'est que les autorités fiscales ont pris conscience de cette problématique pour finalement arriver à la conclusion que les intérêts moratoires sur les impôts dus pour la période allant de manière générale du mois de mars jusqu'au mois de décembre de cette année, ces intérêts moratoires ne seront pas prélevés par les autorités fiscales en ce qui concerne les impôts directs, impôts sociétés, bénéfices et capital.
Je pense que c'est important aussi d'avoir à l'esprit le fait que dans le cadre de ces mesures, les autorités fiscales ont aussi octroyé des délais supplémentaires qui ne sont pas en lien direct avec les aspects financiers, mais je les mentionne ici parce que ces délais supplémentaires tombent au 31 mai. On est aujourd'hui le 25 mai, donc c'est important aussi d'avoir à l'esprit que certains délais qui ont été reportés vont tomber dans quelques jours. L'autre point que je voulais aussi mentionner en ce qui concerne la dette fiscale, c'est que j'ai mentionné les impôts directs pour lesquels il est possible d'obtenir des facilités de paiement, de ne pas avoir d'intérêt. Il y a la possibilité aussi de ne pas payer les acomptes provisionnels dans un premier temps, c'est-à-dire sans intérêt. Si on ne paye pas les acomptes provisionnels de 2020, il n'y a pas d'intérêt qui court, mais évidemment qu'à la fin, les montants d'impôts restent dus. Les possibilités de remise restent accessibles, mais aux conditions habituelles, il n'y a pas de conditions particulières ou atténuées des cas de remise dans le cadre du Covid. Et puis, l'autre point aussi, c'est vrai qu'une société peut aussi être tenue de payer d'autres types d'impôts. Il n'y a pas de mesures particulières, par exemple en matière d'impôt anticipé. L'impôt anticipé, s'il est dû, il doit être payé. S'il y a une distribution de dividendes qui est envisagée, ce genre de choses. Les intérêts sont importants, on parle de 5%. Donc là, en matière d'impôt anticipé, on n'a pas de mesures particulières. Et enfin, en matière d'impôt à la source sur les salaires des employés, je pense que c'est aussi important de garder à l'esprit que l'employeur a dans ce contexte-là l'obligation de prélever l'impôt à la source, puis ensuite de le payer. Si cette deuxième phase n'est pas faite, l'employeur s'expose à des dispositions de nature pénale qui seront le détournement de l'impôt à la source. C'est poursuivi par les autorités pénales. Et ce qui est important, c'est que dans une telle procédure, le juge doit examiner si la société, au moment où elle a prélevé l'impôt à la source, est-ce qu'elle était en mesure ensuite de le verser à l'autorité fiscale? Et c'est une analyse économique qui dépend évidemment de la situation financière de la société. Les personnes à risque sont des personnes physiques parce que cette infraction vise les agissements de personnes physiques et pas forcément de la société elle-même, mais les personnes physiques qui agissent dans le contexte du prélèvement de l'impôt à la source. Okay, donc, c'est une analyse vraiment sophistiquée que le conseil d'administration, à laquelle le conseil d'administration doit se livrer dans le contexte d'une crise comme la crise Covid, et que le conseil d'administration devra vraiment faire ces prochains mois. In fine, en fait, le conseil d'administration doit s'assurer de l'évolution des fonds de roulement, ou working capital en anglais. C'est presque plus simple parfois de le dire en anglais. Mais en réalité, qu'est-ce que sont les fonds de roulement? Eh bien, c'est simplement quels sont les actifs de la société, les actifs circulants disponibles à court terme, comme le cash, comme des paiements que la société espère recevoir très prochainement. Et puis, au regard de cela, quelles sont les dettes, les obligations à court terme de la société? C'est vraiment une vue à court terme. Et lorsque les fonds de roulement sont négatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de cash dans la caisse maintenant, dans le compte en banque, ou alors qui sera reçu très prochainement, qu'il n'y a pas assez de cash pour payer les liquidations à court terme, eh bien, la société peut se retrouver dans une situation d'insolvabilité, ce qui est bien évidemment très important pour le conseil d'administration pour qu'il puisse tirer la sonnette d'alarme. Alors, des fonds de roulement négatifs, ça ne veut pas forcément dire une insolvabilité pour une société. Il y a pas mal de sociétés qui peuvent opérer avec des fonds de roulement négatifs, surtout lorsqu'elles doivent payer des intérêts sur leurs prêts bancaires. Mais ce qui est important, c'est qu'elles puissent obtenir des fonds au fur et à mesure pour payer leurs obligations et leurs dettes à court terme. Alors, ça peut être des fonds qui proviennent de ventes, de revenus. Ça peut être également des tirages de prêts à long terme. Bien évidemment, le problème, c'est que dans une crise comme le Covid, les revenus peuvent s'écrouler. Et donc, c'est dans cette situation-là que le conseil d'administration peut faire face à une situation d'insolvabilité. Donc, non seulement il y a des obligations et des dettes à court terme, mais les moyens de financement ordinaires pour payer ces obligations et ces dettes ne sont plus disponibles, ne sont plus là. Il n'y a simplement pas de vente qui peut se faire.
où les ventes ont été fortement ralenties. Donc, c'est ce que le conseil d'administration doit revoir attentivement. En tout état, le conseil d'administration devra toujours se poser la question de savoir si la sous-performance, le fait de ne pas pouvoir payer les dettes à court terme, est-ce que c'est structurel ou bien est-ce que c'est à court terme? Ça va colorer entièrement son approche d'un point de vue de la gestion de la crise. Alors, pour gérer la crise, il y a différents leviers d'action que le conseil d'administration a à disposition. Il y a, comme on le mentionne ici, des aides étatiques, des leviers financiers et éventuellement des investissements. Donc, l'aide étatique, il en a déjà été beaucoup question, c'est la réduction de l'horaire de travail, ce sont les pré-Covid, les pré-Covid+. Il y a eu d'excellentes présentations sponsorisées par la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. Ces webinaires sont disponibles sur le site internet de la Chambre, donc on ne va pas passer trop de temps sur ces aides de soutien qui sont très performantes d'ailleurs et très utiles. On va juste mentionner les assurances sociales. Ça peut vous sembler un domaine technique et nitty-gritty, mais en réalité, il est très important pour le conseil d'administration parce qu'en cas d'arriéré, les administrateurs sont faits solidairement responsables à titre subsidiaire des paiements des assurances sociales. Donc, c'est une responsabilité qui existe, qui est directe pour les administrateurs. Les administrateurs doivent prêter attention au paiement des assurances sociales, s'assurer qu'elles soient payées. Il y a effectivement, on l'a mis sous le levier aide étatique, il y a la possibilité d'obtenir un sursis dans les situations de difficultés financières. Et le sursis est sans intérêt jusqu'au 20 septembre. Donc, c'est une situation que le conseil d'administration doit surveiller de très près. Les allègements fiscaux, donc Jean-Frédéric en a parlé. Ensuite, il y a les leviers financiers. Donc, dans les leviers financiers, l'idée, c'est que le conseil d'administration doit s'assurer qu'il a suffisamment de cash pour payer les dettes et les obligations à court terme. Une façon de le faire, c'est d'avoir des prêts à long terme. Il y a les prêts Covid, il y a les prêts Covid+, mais on pourrait, la société, le conseil d'administration doit également considérer, par exemple, les prêts bancaires ordinaires, qui sont plus chers que les prêts Covid et les prêts Covid+, mais qui ont moins de conditions cadres. Le conseil d'administration peut également envisager des moyens de financement qui sont alternatifs ou que la société n'a pas considéré jusqu'à présent. Ça peut être par exemple une mobilisation de créances, le factoring. Ça peut être également des levées de fonds auprès de private equity ou de direct lending funds. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a non seulement les banques sur le marché pour aider les sociétés, mais il y a aussi des fonds de private equity qui sont très actifs sur le secteur, qui sont très actifs pour les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, donc les sociétés privées, et qui peuvent offrir du financement, qui est tout à fait intéressant. Le troisième levier que les conseils d'administration considérons, et spécialement lorsque la situation financière se dégrade, ce sont les désinvestissements. Donc, en matière de désinvestissement, il y a peut-être des actifs qui ne sont pas stratégiques au sein de la société, dont la société peut se défaire. Il est possible aussi que, par exemple, si la société a différents magasins, que certains de ces magasins soient en fait pas profitables, se pose alors la question de la fermeture de sites. Les sociétés peuvent également faire des recherches de partenaires, c'est-à-dire au lieu d'assumer tous les frais liés à une activité, la société peut essayer de trouver un partenaire et il y aura une sorte de mutualisation des dépenses. Ou alors, il peut s'agir d'une cession de la société elle-même, donc de la totalité de la société, lorsque l'acquéreur, par exemple, aurait plus de moyens que la société en un stand-alone basis. Maintenant, ce qu'on voulait vraiment soulever avec les cessions d'actifs, c'est que c'est un domaine très sensible. Pourquoi? Et cela pour deux raisons. Premièrement, le conseil d'administration, encore une fois, peut engager sa responsabilité directe et personnelle avec une cession d'actifs. Lorsque la cession est intervenue,
À un moment donné où la santé financière de la société se dégrade, si en fait cette situation devait déboucher dans une faillite ou dans un concordat, eh bien, les créanciers pourraient en fait rechercher les administrateurs si la cession d'actifs n'a pas été faite aux conditions de marché dans les circonstances. Donc, il est très important pour les administrateurs qui pensent maintenant, en ce moment, à une cession d'actifs qui ne sont pas nécessaires à la continuité des opérations de la société, que vraiment, ils, premièrement, s'entourent d'experts, deuxièmement, qu'ils s'informent vraiment sur la valeur des actifs dont ils veulent se séparer, et troisièmement, qu'ils mettent en place un système, un processus, que ce soit une enchère ou bien un test du marché pour pouvoir vendre ces actifs au meilleur prix possible. Et il y a toute une série de brokers, il y a toute une série de financial advisors en Suisse pour aider les conseils d'administration de ce point de vue-là. Le deuxième aspect, la deuxième raison pour laquelle c'est très important de s'entourer d'experts, c'est que ces cessions d'actifs peuvent être invalidées dans le cadre d'une faillite ou d'un concordat. Donc, encore une fois, les désinvestissements, il va y en avoir. Les conseils d'administration vont y penser. Elles se passent déjà maintenant. Il y a des cessions d'actifs non stratégiques qui se passent. Mais le conseil d'administration doit être très diligent lorsqu'il effectue ce type d'opération. Alors, on va changer de vitesse un tout petit peu. On a parlé beaucoup de liquidité. Mais le droit suisse s'intéresse non seulement aux liquidités, mais également à la situation bilancielle, donc en fait à l'état du bilan. Et le conseil d'administration doit prêter attention non seulement aux liquidités, donc se dire quelle est la situation du cash flow de la société, comment est-ce qu'il évolue, mais le conseil d'administration doit également prêter attention en fait à la situation, à la valorisation des actifs et des dettes. La première sonnette d'alarme en droit suisse qui implique le conseil d'administration, c'est ce qu'on appelle le sous-bilan. C'est quand le sous-bilan existe lorsque la société essuie des pertes et que ces pertes sont supérieures à la moitié du capital action et des réserves. Alors, c'est une première sonnette d'alarme. C'est une sonnette d'alarme qui est plus ou moins interne, en sens que le conseil d'administration, dans ce cas-là, doit convoquer une assemblée générale et proposer des mesures d'assainissement à l'Assemblée générale. Les actionnaires peuvent décider d'adopter ces mesures d'assainissement ou de ne pas les adopter. Donc, c'est vraiment pour les actionnaires que cette mesure est entreprise. Elle se déclare le plus souvent, d'ailleurs, à la clôture des comptes annuels, mais pas seulement, parce que si le conseil d'administration a des doutes sur la situation financière, il peut devoir être obligé à établir des comptes intermédiaires et analyser alors la situation du bilan à ce moment-là. Les mesures d'assainissement proposées par le Conseil, il n'y en a pas de défini à l'avance. Ces mesures vont dépendre vraiment de la situation de la société. Il peut s'agir d'une réorganisation, injection de capital frais, réduction du capital, conversion de créances, réévaluation. Ça peut être également une vente d'actifs dont on a discuté, ou une dissolution de provisions excessives, abandon de créances. Dans tous ces cas, il faut prêter attention à l'aspect fiscal parce que ces mesures d'assainissement ont des conséquences fiscales qui sont diverses. Alors en effet, c'est vrai qu'en pratique, l'aspect fiscal n'est pas forcément la première chose qu'on a à l'esprit quand on envisage ces mesures, parce qu'évidemment, on tend principalement à s'interroger à la survie de la société, mais en réalité, et surtout en plus, on peut s'attendre à ce que quand on fait une mesure d'assainissement, on n'ait pas forcément d'impact fiscal ou en tout cas d'impact grave. Pourtant, en réalité, on constate que le choix des mesures est important parce que toutes les mesures n'ont pas toutes les mêmes conséquences fiscales. Fondamentalement, une mesure d'assainissement peut représenter un cas d'apport. Donc, dans un cas d'apport, parce qu'on apporte quelque chose à la société en plus, finalement, l'impôt qui est pris en compte ou qui doit être considéré, c'est le droit de timbre d'émission, qui est un droit de timbre de 1%, qui peut être dû dans certains cas. Dans d'autres cas de mesures d'assainissement, et j'y reviendrai tout à l'heure, on peut avoir des situations où la mesure entraîne un bénéfice imposable.
Donc, potentiellement, quelque chose d'imposable. Alors, évidemment que lorsqu'on envisage ces mesures, c'est parce que la société a accumulé un certain nombre de pertes et les pertes sont elles-mêmes reportables et donc viendront compenser le bénéfice. Mais maintenant, ça reste important de savoir quelles sont les mesures qui entraînent du droit de timbre d'émission et quelles sont les mesures qui entraînent potentiellement l'impôt-bénéfice compensé par des pertes. Parce que, par exemple, il faut identifier si on a des bénéfices importants qui résultent de ces mesures et savoir si on a suffisamment ensuite de pertes qui viennent les compenser. Parce que peut-être qu'en parallèle, on pourrait envisager d'autres mesures qui, elles, n'entraînent pas de l'impôt-bénéfice, mais uniquement le droit de timbre d'émission. Alors, quelques exemples. Si on injecte de l'argent frais dans la société, quand, par exemple, l'augmentation du capital, on a clairement une situation d'apport, c'est le droit de timbre d'émission qui s'applique à 1%. Et dans les mesures d'assainissement, la loi prévoit la possibilité de ne pas devoir ce droit de timbre d'émission lorsqu'on est dans une situation d'assainissement et que l'apport qui est fait vise à compenser les pertes. On peut aller jusqu'à une exonération qui porte jusqu'à 10 millions d'apports à la société. Donc, le droit de timbre est à garder à l'esprit, mais potentiellement, on peut aussi même y échapper dans une logique d'apport. D'autres mesures sont purement des mesures qui entraînent l'impôt-bénéfice. Alors, je prends un cas simple qui est celui de la vente d'actifs. Si on vend un actif et qu'on réalise un bénéfice, on a un bénéfice imposable. À nouveau, on peut le compenser avec des pertes. Les pertes sont généralement reportables pendant 7 ans. Dans certaines situations financières, on peut aller justement dans les situations financières de surendettement, on peut aller jusqu'à un report de pertes illimité, ce qui permet d'ouvrir un peu plus la porte à des reports de pertes pour des pertes non utilisées dans le passé. Mais évidemment, il faut savoir si on en a assez pour les compenser, parce qu'une fois qu'on aura compensé, eh bien, on rentre dans du bénéfice imposable. Et je voulais parler ici d'un point qui n'est pas du tout intuitif, ce sont les abandons de créances, qui en fait peuvent tantôt représenter un apport dans une logique de droit de timbre d'émission, tantôt représenter du bénéfice imposable. Et pour savoir si l'abandon de créance représente un apport ou un bénéfice, eh bien, on doit se mettre à l'époque de l'octroi du prêt. Et lorsque l'actionnaire a prêté à la société, il faut se demander si à ce moment-là, il avait une casquette d'actionnaire ou s'il avait une casquette de tiers. Et pour savoir s'il avait cette casquette d'actionnaire ou de tiers, eh bien, on s'interroge sur la situation financière de la société au moment de l'octroi du prêt. Si cette société était déjà dans une situation financière difficile, alors on va admettre que celui qui a prêté dans ces circonstances ne pouvait être qu'un actionnaire. Donc la casquette était une casquette d'actionnaire. Si en revanche, lorsque le prêt a été octroyé, l'actionnaire, la société avait une bonne santé financière, l'actionnaire s'est comporté comme un tiers, et donc, en fait, là, on a du coup la casquette. Et si, au moment de la renonciation, l'actionnaire avait la casquette d'actionnaire, alors la renonciation est traitée comme un apport. Donc, on est dans une logique de droit de timbre. Si, en revanche, l'actionnaire avait la casquette de tiers, la renonciation à sa créance représentera un bénéfice imposable. Et ça, je le constate en pratique, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intuitif. C'est d'ailleurs débattu aussi en doctrine, mais la pratique des autorités est assez claire à ce sujet. Et donc, dans le choix des mesures, il convient de tenir compte de ces effets, parce qu'à nouveau, un bénéfice imposable n'est pas un problème tant qu'on a des pertes à compenser, mais au-delà, il peut être clairement préférable d'opter pour des mesures qui représenteront un apport qui soulève la question du droit de timbre, qui peut être au final quand même évité en fonction des montants et d'une utilisation comptable qui en est faite. Donc voilà, à bien à garder à l'esprit ces impacts d'un beau dos de créance. Ce qui démontre vraiment, c'est que enfin, cette petite discussion fiscale démontre vraiment que le conseil d'administration, les conseils d'administration évoluent maintenant avec cette période de crise dans une situation qui est extrêmement technique pour eux et qu'ils doivent vraiment s'entourer d'experts. Si la santé financière de la société se dégrade, il y a beaucoup de responsabilités directes et chaque action que le conseil d'administration pourrait être amené à prendre aura un impact sur le cash flow de la société, aura un impact sur la responsabilité potentielle du conseil d'administration. Donc, c'est une situation, ce sont des eaux vraiment dangereuses que le conseil d'administration est en train de naviguer.
lorsque ces mesures d'assainissement pour corriger un sous-bilan ne sont pas suffisantes, on peut se retrouver dans une situation encore plus grave qui est celle du surendettement. J'aime bien les métaphores, vous l'avez compris. Et Christophe, tu m'as donné le début d'une métaphore, tu as parlé d'eau turbulente. Alors, il faut imaginer la société qui est un grand paquebot et dont la ligne de flottaison est en train de monter, c'est-à-dire que le bateau s'enfonce. Et avec le surendettement, le bateau est carrément très enfoncé, il faut le dire. Le surendettement, finalement, c'est le synonyme du fait que les pertes sont supérieures aux fonds propres. On parle de negative equity, hein, les fonds propres, c'est-à-dire le capital social et les réserves légales, sont finalement entièrement mangés par les pertes. Ça, c'est la situation de départ. Le conseil d'administration a, dans sa mission générale de surveillance de la société, l'obligation d'arriver à anticiper, respectivement à détecter à temps un surendettement pour, et c'est la conséquence légale, pour en aviser le juge. On parle parfois à tort de dépôt de bilan, mais c'est l'avis au juge, c'est pareil. Ensuite de quoi le juge va prononcer la faillite. Ça, c'est le régime applicable en matière de surendettement. Le surendettement, finalement, il devrait suivre une perte de capital qui aura peut-être été détectée ou peut-être pas, ou alors on va directement arriver à la case surendettement sans avoir eu le temps de voir venir les dégâts, ça dépend. Toujours est-il que dès que le conseil d'administration suspecte une situation de surendettement, alors il doit faire dresser un bilan intermédiaire, d'abord à la valeur de continuation et puis ensuite à la valeur de liquidation. C'est peut-être un peu excessif ce que je vais dire, mais par les temps qui courent, on peut se demander si ce ne serait pas justifié de faire dresser des bilans intermédiaires pro forma assez régulièrement, surtout pour les entreprises actives dans certains domaines qui sont très sujets à la consommation, parce qu'on pourrait avoir des désagréables surprises. Le bilan, je le disais, il doit, en cas de suspicion sérieuse de surendettement, être dressé à la valeur de continuation. Si il ne ressort pas de surendettement de ce bilan, on s'arrête là. Éventuellement, il y aura des mesures à prendre en lien avec une éventuelle perte de capital, mais c'est un autre sujet. Et puis, s'il ressort un surendettement à la valeur de continuation, alors il faudra faire un bilan à la valeur de liquidation. Et s'il ressort un surendettement de ces deux bilans, alors en principe, le conseil d'administration doit aviser le juge du surendettement. Je dis en principe parce qu'il y a quelques exceptions. La première exception de base, c'est l'obtention par le conseil d'administration de postposition. Si le conseil d'administration arrive à obtenir de créanciers, souvent d'ailleurs par ailleurs actionnaires, des postpositions de créances à hauteur du surendettement, c'est-à-dire à hauteur du manquot de couverture des fonds propres, alors le conseil d'administration peut renoncer à aviser le juge du surendettement. Attention, parce que cette convention de postposition, ça n'assainit rien. C'est juste une mesure qui permet d'éviter d'aviser le juge, mais la situation, elle reste telle qu'elle est, c'est-à-dire la société est bel et bien surendettée et il faudra évidemment prendre des mesures pour sortir de ce surendettement. Je disais qu'il y a des exceptions, en ce sens que, d'une part, la convention de postposition peut permettre d'éviter d'aviser le juge, et puis d'autre part, parce que avec les nombreuses ordonnances Covid qui ont fleuri ces dernières semaines, il y en a une en particulier qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'ordonnance sur l'insolvabilité. Et en application de cette ordonnance, il y a un certain nombre d'allègements qui ont été décidés par voie d'ordonnance par le Conseil fédéral. Et un allègement concerne l'avis au juge, en ce sens que les sociétés qui étaient saines au 31 décembre 2019, c'est-à-dire qui n'étaient pas surendettées au 31 décembre 2019, et qui sont affectées par la situation Covid à tel point qu'elles sont devenues depuis le 31/12 surendettées, n'ont plus l'obligation d'aviser le juge du surendettement, pour autant qu'il existe des perspectives de résorber le surendettement d'ici au 31/12. Perspective tout court, hein, pendant la phase d'adoption de l'ordonnance, on en avait discuté d'introduire des perspectives raisonnables. On a laissé ça de côté et désormais, le simple perspective d'assainissement au 31/12 suffisent pour ne pas aviser le juge du surendettement. Corollaire de ces allègements, il faut que le conseil d'administration
puisse documenter sa prise de décision et puisse documenter le fait que la société n'était pas surendettée au 31/12. C'est très important, c'est une exigence qui figure noir sur blanc dans l'ordonnance Covid. On avait promis de ne pas vous parler trop de lois, d'ordonnances, etc. Mais cette exigence-là, elle est vraiment importante parce que si le conseil d'administration ne documente pas sa décision, on a le risque d'une action en responsabilité, évidemment, par la suite. Ce que je voulais aussi vous dire en lien avec le surendettement, et ça répond à une question qui s'est affichée, c'est que dans la société coopérative, là on a parlé de la SA, mais dans la société coopérative, on a également des règles assez proches qui découlent de l'article 903, 914 et 916, en ce sens que l'administration d'une coopérative doit aussi aviser le juge, alors non pas du surendettement parce que ça n'existe pas à proprement parler dans une coopérative, mais doit aviser le juge de l'insolvabilité de la coopérative. Et puis cette même administration a également une responsabilité identique à 754 qui découle de 914 et 916. Voilà pour le surendettement. Deux éléments encore à mentionner. Premier élément, on est dans un domaine mathématique, un peu technique. Et donc, pour le conseil d'administration, c'est peut-être ici qu'il faut s'entourer d'experts, notamment en matière de comptabilité, éventuellement d'experts comptables, d'experts réviseurs, pour être certain d'arriver à la bonne conclusion s'agissant du surendettement. Et puis, deuxième élément très important, c'est la communication. Communication interne d'une part, communication externe d'autre part. Lorsqu'une société est en difficulté financière, peut-être qu'il faudra communiquer, peut-être pas. Et la communication en cas de crise, ça ne s'improvise pas et ce n'est pas à une équipe qui est habituée à communiquer des bonnes nouvelles que l'on va pouvoir demander de communiquer des moins bonnes nouvelles qui sont susceptibles d'avoir des conséquences sur le moral des travailleurs, respectivement sur le moral des fournisseurs et la confiance des fournisseurs. Donc là aussi, ça vaut la peine, notamment pour les grandes entreprises, de s'entourer de spécialistes en communication pour faire passer un bon message aux employés et un bon message, si tant est qu'on puisse parler de bon message bien sûr, mais un message aussi adéquat que possible aux fournisseurs et autres co-contractants. On peut passer à la diapositive suivante, numéro 10, qu'on a appelée procédure de sauvetage. Alors, on va parler ici brièvement dans les minutes qui restent de ces procédures qui permettent à une société, en particulier anonyme en difficulté, d'éviter la faillite. Procédure de sauvetage parce qu'on essayera de sauver la société. Alors, on pourrait passer 2 heures sur cette diapositive, donc je vous en fais grâce, on va essayer plutôt de la passer en 2 minutes, peut-être un peu plus. On a finalement aujourd'hui 3 types de procédures de sauvetage. Il y en a une qui est temporaire, qui a été introduite par voie d'ordonnance par le Conseil fédéral, et puis il y en a 2 autres qui sont un peu moins temporaires. D'abord, il y a la voie de l'ajournement de faillite. L'ajournement de faillite, c'est une voie qui est réservée aux sociétés anonymes surendettées. Lorsqu'une SA est surendettée, lorsque le conseil d'administration doit faire l'avis au juge, normalement, le juge, sur la base de l'avis, prononce la faillite. Pour éviter cette faillite, le conseil d'administration ou un créancier peut requérir un ajournement de faillite. L'ajournement de faillite, très sommairement dit, il a les effets d'un moratoire, c'est-à-dire que la société ne peut plus être poursuivie et ne peut plus être mise en faillite. Et pendant ce moratoire, il appartiendra au conseil d'administration de mettre en place des mesures d'assainissement extrajudiciaire. Toute mesure est bonne à prendre pour autant qu'elle soit apte à poursuivre le but d'assainissement. Ça peut être la cession de l'entreprise, ça peut être la vente de certains actifs, du sale and leaseback, ça peut être des augmentations de capital, des réductions, augmentations de capital, avec des incidences fiscales d'ailleurs très importantes. Bref, tout est possible pour autant qu'on arrive au résultat escompté. Deuxième procédure à mentionner, c'est la procédure concordataire. La procédure concordataire, elle est ouverte, alors bien sûr aux sociétés qui sont surendettées, elle concurrence un peu la procédure d'ajournement, et puis plus généralement, elle est ouverte aussi aux autres entreprises qui ne sont entre guillemets que insolvables et qui ne seraient pas aussi surendettées.
Donc, on vise plus large, en fait, si vous voulez, avec la procédure concordataire. Même une personne physique peut requérir une procédure concordataire. La procédure concordataire, son but, c'est le concordat. C'est pour ça qu'elle s'appelle procédure concordataire. Et le concordat, c'est un accord avec les créanciers. Il y a plusieurs types d'accords, plusieurs types de concordats. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'une modalité d'assainissement par le biais du concordat, c'est le concordat par abandon d'actifs à un tiers repreneur. On peut prévoir pour une société en difficulté qui a requis et obtenu un sursis concordataire que les actifs de la société, sans les passifs bien sûr, sont transférés à une société dite de sauvetage qu'on aura spécifiquement pour cette occasion fondée, une autre SA, potentiellement fondée par les mêmes actionnaires de la société en difficulté, peut-être à côté d'eux avec des créanciers, des gros créanciers de la société en difficulté, et puis les actifs de la société en difficulté sont cédés à la société de sauvetage qui continue l'activité entrepreneuriale dans le sens économique du terme, et puis on laisse partir en liquidation la société en difficulté avec ses dettes, mais l'entreprise en tant que toute économique subsiste et est poursuivie dans une autre entité. Et puis, dernier élément à mentionner, je vous disais, il y a désormais 3 procédures à disposition. C'est le sursis Covid-19 pour PME. On a beaucoup parlé au début du Covid de la suspension des poursuites qui avait été décidée par le Conseil fédéral, qui donc avait décidé, je crois que c'est la 3e fois dans l'histoire de la Suisse que ça a été décidé, que tout un chacun ne pouvait plus être poursuivi pendant une certaine période de temps, donc plus de procédure de poursuite contre les entreprises, les personnes physiques également. Cette suspension des poursuites, elle a été prononcée en gros jusqu'à Pâques, et à partir de là, eh bien, les poursuites pouvaient reprendre, respectivement, de nouvelles poursuites pouvaient être recommencées. Le Conseil fédéral était contre le fait de prolonger la suspension des poursuites parce qu'il estimait probablement à juste titre qu'on s'habitue quand même bien à ne pas payer ses factures, et quand on sait que finalement il n'y a pas de conséquences, on s'habitue d'autant plus. Et le Conseil fédéral a voulu arrêter ça et responsabiliser les citoyens. Le problème, c'est qu'il y a clairement, il y aura encore des entreprises qui sont en cessation de paiement, dont les paiements sont suspendus, qui ne disposent plus des liquidités nécessaires pour l'instant à cause du Covid, qui risquent donc la faillite pour cette raison-là. Et pour ces entreprises-là, eh bien, le Conseil fédéral a décidé de mettre en place temporairement un sursis Covid. C'est un pur moratoire, c'est exactement pareil à une suspension des poursuites, mais uniquement pour les PME. La définition des PME, on la trouve dans le Code des obligations, sous l'organe de révision, c'est ces fameux critères économiques de nombre d'employés également. Pour une PME, eh bien, il est possible d'obtenir un sursis Covid-19 qui est un pur moratoire, qui gèle les poursuites, qui interdit d'autres poursuites et donc qui évite la faillite. 4e élément à mentionner, brièvement, et ce sera la fin de cette diapositive, dans le même contexte de droit d'urgence, le Conseil fédéral a décidé d'alléger les conditions pour obtenir un sursis concordataire. Avant le Covid, pour obtenir un sursis concordataire, il fallait démontrer qu'il existait des perspectives d'assainissement. Alors, on n'était pas au stade de la preuve stricte, personne ne peut prédire qu'un assainissement est possible. Mais il fallait quand même amener un plan crédible au juge pour que celui-ci décide d'octroyer un sursis provisoire, puis ensuite un sursis définitif. Eh bien, en application de cette ordonnance sur l'insolvabilité adoptée dans ce contexte du Covid, l'exigence du plan d'assainissement a été supprimée. Ça veut dire, et je m'avance peut-être un peu et j'en excuse si c'est faux, mais qu'on peut partir presque du principe aujourd'hui qu'un sursis concordataire provisoire va être automatiquement octroyé à la société qui en fait la demande. Et puis, dernier élément à mentionner sur ce sursis concordataire Covid, pas le sursis Covid, mais le sursis concordataire Covid allégé, ce qu'il faut dire, c'est que le sursis provisoire pourra durer jusqu'à 6 mois, alors qu'aujourd'hui, avant le Covid, il ne pouvait en durer que 4. L'enjeu est important, c'est que le sursis provisoire n'est pas publié. Ça veut dire que pendant un sursis provisoire, il est possible de s'assainir en toute discrétion sans que l'octroi du sursis provisoire ne soit publié, fasse l'objet d'une publicité et soit communiqué aux créanciers. Donc, c'était essentiel d'avoir une période assez longue
pour pouvoir permettre à une société qui a des problèmes à cause du Covid de s'assainir discrètement, mais pendant une durée assez suffisante. Voilà pour ces procédures de sauvetage. Merci Olivier. Ça montre vraiment que le conseil d'administration a beaucoup de leviers d'action maintenant, que ce soit avant une situation de surendettement ou d'insolvabilité ou après une situation de surendettement, d'insolvabilité pour essayer de sauvegarder la société en dépit de la crise et en dépit des difficultés économiques. On voulait terminer très rapidement sur la comptabilité, sur quelques aspects comptables. Pourquoi? Parce qu'en fait, le conseil d'administration est responsable des aspects comptables de la société. C'est vraiment une de ses responsabilités fondamentales qu'il ne peut pas transférer, par exemple, à l'administration, à la direction. Il n'y a pas eu d'assouplissement pour l'établissement des comptes dans le cadre de Covid. Ça veut dire qu'on applique les principes usuels. Ça avait été débattu au tout début. La question avait été débattue de savoir si certains assouplissements seraient adoptés. Ce n'a pas été le cas, à nos sens, juste titre. Il est important de pouvoir se faire une vision concrète de la situation de la société. Ce qui veut dire que lorsque les comptes sont établis, il faut se poser la question de savoir si ces comptes doivent être établis aux valeurs d'exploitation ou aux valeurs de liquidation. Et il y a un critère en droit suisse qui s'applique, c'est que si la cessation, si le conseil d'administration doit prévoir une cessation des activités de l'entreprise ou d'une partie des activités de l'entreprise dans les 12 mois de la clôture du bilan, eh bien le bilan doit être préparé aux valeurs de liquidation et non pas aux valeurs d'exploitation. Ce qui peut avoir un effet négatif relativement important sur la présentation de la valeur économique de la société. Les valeurs de liquidation peuvent être bien moindres que les valeurs d'exploitation. Ce qui est important maintenant, il y a beaucoup de discussions à ce sujet-là pour les conseils d'administration, c'est que les sociétés qui sont soumises à un audit doivent obtenir de leur auditeur une confirmation, une opinion, que la société effectivement peut continuer son exploitation dans les 12 mois. Et il y a beaucoup de discussions en ce moment entre les sociétés qui sont soumises à ces audits. Beaucoup de PME ne le sont pas parce qu'elles ont fait un opt-out de l'obligation d'obtenir un audit, mais pour beaucoup de sociétés qui doivent obtenir un audit, il y a en ce moment énormément de discussions avec les sociétés comptables, les auditeurs, sur la question de savoir si la société peut effectivement se poursuivre pour les 12 mois après la clôture du bilan. Et il y a des analyses de scénarios qui sont effectuées, par exemple, sur la probabilité d'une seconde vague ou bien sur l'impact que la crise a eu sur le secteur particulier dans lequel la société opère. Donc, c'est un élément que les conseils d'administration doivent garder vraiment à l'esprit, qui probablement se poursuivra toute l'année et même l'année prochaine, mais la comptabilité des aspects comptables reste déterminant. Alors voilà pour cette présentation. On espère que cela vous a été utile. On prend bien évidemment les questions que vous pourriez avoir. Je vous remercie beaucoup. Je vous propose de commencer par les questions qui nous ont d'ores et déjà été posées par des participants. Quelqu'un demande si les postpositions qui existaient déjà au 31/12/2019 indiquent une mauvaise santé de l'entreprise. Alors, la réponse est oui. Ça ne figure pas tel quel dans leur… Alors, la réponse est oui pour les allègements de l'ordonnance Covid. Ça ne figure pas tel quel dans l'ordonnance, c'est vrai. En revanche, l'Office fédéral de la justice a publié un commentaire de cette ordonnance et dans ce commentaire, il est explicitement mentionné que les postpositions ou 31/12, finalement, on ne les prend pas en compte et on fait comme si la société était surendettée à ce moment-là. Donc, on ne peut pas, a priori, bénéficier d'allègement si la société avait obtenu des postpositions pour éviter un avis au juge au 31/12. Donc, ça rend quand même un peu plus contraignant ce qui est par ailleurs mis en place en matière d'allègement Covid. Parce que finalement, la postposition est une pratique ordinaire. Oui, alors je dirais oui et non, parce qu'en définitive, et vous l'avez dit justement, hein, on parle d'allègement Covid. Et donc, l'idée,
elle peut être critiquée ou pas, mais l'idée, c'est de faire bénéficier des allègements les sociétés qui sont en difficulté à cause du Covid, pas celles qui étaient déjà en difficulté avant. Assez strict, mais c'est la volonté qui a été poursuivie dans tout cet arsenal législatif adopté. La difficulté que je vois, c'est que ça laisse un peu dans une zone d'ombre celles qui avaient un pied dans la tombe. C'est un peu comme si on leur marche sur celui qui reste sur la terre ferme. Belle métaphore, j'apprécie. Il y a une autre question qui concerne spécifiquement la responsabilité pour le CA d'une coopérative. Alors, vous l'avez évoqué s'agissant du surendettement. Est-ce qu'il y a d'autres aspects spécifiques au CA de coopérative? Alors, on a juste une… Finalement, on peut dire que le mécanisme est très proche, voire identique. Simplement, les coopératives peuvent être et insolvables et surendettées en fonction du fait qu'elles ont un capital social ou pas. Mais fondamentalement, le mécanisme est vraiment le même. Avec en Merci plus beaucoup. une Oui. obligation légale qui n'existe pas pour l'ASA, quand même, une obligation légale d'aviser le juge de l'insolvabilité, ce qu'on n'a pas dans une société anonyme, en tout cas matériellement de manière aussi claire. Ce qui va probablement changer en revanche, parce que la réforme du droit des sociétés prévoira le dépôt de bilan, entre guillemets, sur l'avis au juge, non seulement en cas de surendettement, mais aussi d'insolvabilité. Une autre question. Tout à fait, au début, M. Van Lanten, vous évoquiez la nécessité de se rapprocher, ou je crois M. Harry également prenait l'image de l'avion, la vue de l'avion qui doit devenir une vue d'hélicoptère. Comment savoir pour un administrateur quelle est la bonne distance et où s'arrêter? C'est une bonne question. C'est une question qui sera, et Olivier peut intervenir aussi, c'est une question qui va dépendre, dont la réponse va dépendre vraiment de la situation de la société. Il y aura toujours dans un conseil d'administration une sorte de tradition sur la façon dont le conseil d'administration gère les affaires. Et puis surtout au conseil d'administration, il y aura un président qui sera là pour faire la liaison entre la direction, le chef d'entreprise et le conseil d'administration. Donc, une bonne chose à faire dans les situations de crise, un peu le tip pratique, le practical tip, c'est de s'assurer que le président du conseil d'administration en fait, soit en lien fréquent avec l'entrepreneur, le chef d'entreprise, la direction, pour qu'il puisse obtenir les informations dont le conseil a besoin et qu'il puisse informer aussi les autres administrateurs et convoquer des conseils d'administration lorsque cela est nécessaire. Mais ce qui est hyper important, et c'est ce que l'a relevé aussi Olivier, c'est que dans une situation de crise, vraiment la supervision habituelle qui est plus ou moins élevée devient quand même beaucoup plus fréquente, beaucoup plus étroite. Il y a quand même la nécessité de s'assurer que les liquidités soient maintenues. Donc, ça devrait être c'est une supervision qui est vraiment étroite à ce moment-là. Mais est-ce qu'au fond, dans le cas d'un CA, peut-être d'une société qui a toujours très bien été, un petit CA peut-être un peu ancien dans sa composition avec les travers de sélection d'administrateurs qu'on a pu connaître dans le passé, s'il y a un certain nombre de tâches qui n'ont pas été effectuées par beau temps, typiquement passer en revue le risque IT, ou bien examiner systématiquement les contrats. Donc ça, ce sont des choses que vous avez recommandées dans les choses à faire maintenant, d'autant plus importantes en gestion de crise. Mais au fond, si ça n'a pas déjà été fait une fois, est-ce que ça n'est pas trop tard et que le train est passé et que le conseil d'administration, enfin les administrateurs se retrouvent un peu démunis? Ou alors il faut tellement rétro-pédaler qu'ils y passent des journées invraisemblables. Il est fort possible que le conseil d'administration ou l'administrateur d'un petit conseil, en fait, ne se soit jamais occupé de ces questions-là.
et que ces questions-là ne seraient pas forcément les plus pressantes aussi pour la société maintenant dans une question de crise. Les questions les plus pressantes seront probablement les liquidités, la situation financière de la société, où l'administrateur en fait a vraiment une responsabilité qui est personnelle et directe. Donc lorsque l'administrateur pense à ses responsabilités, s'assurer qu'il puisse satisfaire ses obligations, c'est le plus important pour lui. La crise est un catalyste maintenant quand même. C'est un catalyste puisqu'elle soulève des questions comme le télétravail qu'Olivier a mentionné, qui ne se posaient jamais vraiment auparavant. Et en fait, ce que nous conseillons au conseil d'administration aux administrateurs, c'est vraiment d'avoir une sorte de grille des risques qui affectent la société. Quels sont les éléments les plus importants? Peut-être pour une petite société, pour un conseil d'administration qui ne s'est jamais posé la question du télétravail, qui ne s'est jamais posé ces questions opérationnelles, ce n'est pas forcément la chose la plus importante à faire maintenant. Et la chose la plus importante à faire maintenant, c'est en fait la gestion des liquidités, c'est de s'assurer que la société puisse continuer ou si elle ne peut pas, de prendre les mesures de sauvegarde qui sont nécessaires. Mais si, en revanche, la société est importante, il y a beaucoup d'employés, que le télétravail a été impliqué maintenant, ce qu'on voit beaucoup, nous, maintenant, c'est par exemple que le télétravail crée des situations difficiles, par exemple pour la protection des données, par exemple pour la protection de l'IT, cyber security, des questions qui ne se posaient pas lorsque tous les employés étaient à l'office, maintenant deviennent des questions aiguës pour le conseil d'administration. Alors, ça ne sera peut-être pas forcément le conseil d'administration d'une petite société qui n'a jamais eu ce type de problème de toute façon et qui ne les aura pas. Mais en réalité, maintenant, il y a beaucoup de sociétés qui se fient à l'IT. L'IT, c'est devenu vraiment fondamental pour les sociétés. Protéger les données des clients est devenu fondamental pour les sociétés. Le télétravail, maintenant, met les processus qui avaient été appliqués jusqu'à présent sous un stress considérable. Donc, c'est des choses que les administrateurs doivent s'intéresser dans le contexte d'une crise et probablement seront des sujets thématiques pour les prochaines années à venir. Peut-être juste. Merci. Juste oui, si allez-y, je vous en prie. Ouais, un élément, je pense qu'il y a un document que tout conseil d'administration devrait vraiment faire, c'est un plan de trésorerie. Ça paraît bête comme ça, mais il y a quand même encore un certain nombre d'entreprises dans lesquelles il n'y a pas du tout de plan de trésorerie. Et franchement, c'est un standard qui devrait, en tout cas aujourd'hui, être mis en place. Maintenant, j'ai une question qui s'adresse probablement plus à M. Maraya. Dans le cadre d'une société qui est à court de liquidité, est-ce qu'il y a des impôts qui sont moins dommages que d'autres? Pour le dire en langage plus châtié, si on doit planifier quel impôt on paye en premier, on commence par quoi? Ouh là là, on rentre dans un terrain un peu mouvant. Je ne suis pas sûr qu'il existe véritablement de règles à ce niveau-là. En réalité, le point, je pense, le plus important, c'est de pouvoir, je pense, discuter avec l'autorité fiscale de plan de paiement pour pouvoir traiter, en fait, justement, cette gestion de liquidité et de le faire quelque part de manière concertée pour ne pas avoir, disons, de procédures de recouvrement qui débutent. Donc, c'est vrai que j'aurais tendance à orienter, dans un premier temps, sur les impôts pour lesquels on peut envisager des plans de paiement. Donc, ça va être les impôts directs principalement, impôts bénéfices, impôts capital. Je pense que j'aurais aussi en tête le coût des intérêts. Donc, c'est vrai qu'il y a des impôts qui peuvent entraîner plus d'intérêts que d'autres. Alors, aujourd'hui, pour certains impôts, ce n'est plus le problème parce qu'on a les arrêtés Covid qui, pour certains impôts, ne portent plus d'intérêt jusqu'à la fin de cette année. Mais c'est vrai que c'est à prendre en considération. Et puis, je pense que derrière, il y a encore les sanctions pénales qui peuvent être plus ou moins dommageables. Donc, c'est vrai que j'ai mentionné tout à l'heure en matière d'impôt source le fait de verser un salaire sans en prélever l'impôt à la source. C'est un cas de soustraction.
qui est punissable par un montant qui est un multiple de l'impôt soustrait. Mais le fait de le prélever l'impôt, mais de ne pas le payer, c'est un cas de détournement. Donc, on voit en fait qu'il y a un cas aggravant qui est lié justement au prélèvement de l'impôt, mais à son non-paiement. Donc, c'est vrai qu'il faut être encore plus attentif à des prises de position sur les impôts qui entraîneraient potentiellement des conséquences fiscales et pénales plus importantes. Mais dans tous les cas, c'est vrai que de ne pas payer ces impôts entraîne potentiellement des intérêts. Et puis, je pense qu'en tout cas, ce qui est important, c'est pour ne pas entrer dans des cas de soustraction, c'est d'avoir en tout cas une transparence complète vis-à-vis des autorités. Je vous remercie. Un participant pose la question suivante. Dans beaucoup de PME, une personne porte souvent plusieurs casquettes, actionnaire, administrateur et ou salarié de l'entreprise. Quels sont les conflits d'intérêts les plus importants? Je me lance. Je pense qu'il y a un élément, puis Christophe, Jean-Frédéric, vous n'hésitez pas à intervenir. Je pense qu'il y a un élément vraiment à retenir de cette présentation, c'est que lorsque une société est en difficulté financière, le conseil d'administration doit finalement protéger les intérêts des créanciers. L'avis au juge est là pour ça, pour protéger les créanciers. Et donc, le conflit d'intérêts, je pense qu'il est là, c'est-à-dire que l'actionnaire, qui est par ailleurs membre du conseil d'administration, il voudra ne pas perdre son investissement, c'est peut-être tout son fonds de prévoyance qui est passé, et donc cette personne-là voudra aller jusqu'au bout parce qu'elle ou il croit en son projet, et puis ira peut-être un peu trop au bout, c'est-à-dire ne tirera pas la prise assez tôt et ensuite se fera reprocher le fait de ne l'avoir pas tiré assez tôt par des créanciers qui pourraient théoriquement agir en responsabilité contre lui. Donc c'est finalement ce décalage. Hein. Le conseil d'administration peut évidemment prendre en compte les intérêts des actionnaires quand tout va bien, même si on rappellera quand même que le conseil d'administration doit être fidèle à la société avant tout. Mais une fois que la société est en crise, là il faut vraiment penser protection des créanciers. Et c'est là où, à mon avis, on peut commencer à faire le grand écart. Et c'est en fait une situation relativement dangereuse, justement, lorsqu'il y a une personne qui porte la même casquette d'actionnaire, d'administrateur, et le plus souvent, en fait, cette personne s'occupe de toute la gestion informelle de la société. Parce qu'effectivement, comme Olivier l'a dit, il y a une tendance, en fait, à essayer de sauvegarder la société jusqu'à la dernière minute. Mais ces personnes-là, dans ces petites PME, en fait, il est hyper important pour elles de minimiser leur responsabilité, la responsabilité qui va exister, non pas parce qu'elles sont actionnaires, les actionnaires sont protégés, il y a une séparation de la responsabilité entre celle de l'actionnaire et de la société, donc ça reste quand même des dettes de la société, mais parce qu'en fait, l'actionnaire pourrait être poursuivi comme ou bien administrateur ou administrateur de fait ou organe de fait, et donc va engager sa responsabilité. Donc, il est très important, même si une personne porte différentes casquettes, en réalité de réfléchir attentivement au moment où la situation se dégrade pour vraiment minimiser la responsabilité de l'entrepreneur / administrateur / CEO entrepreneur. Là où ça peut devenir un véritable cauchemar, c'est dans les groupes d'entreprises, sans forcément que ce soit, qu'on parle de grands groupes, hein, mais quand il y a des filiales et puis qu'un administrateur siège dans à peu près toutes les filiales, tant que tout va bien, c'est parfait, mais le jour où les sociétés sont en difficulté, quelle décision est-ce qu'on prend, dans quel conseil d'administration, hein, imaginez une filiale débitrice par rapport à la société mère, on a un administrateur de la mère et de la fille qu'elle-même. Évidemment qu'il a pour la mère l'intérêt d'aller recouvrir la créance, mais pour la fille de ne pas procéder au recouvrement. Là, ça devient très clairement très compliqué. Est-ce que M. Maria veut ajouter quelque chose? Non, moi je n'ai pas de remarques à ce sujet, merci. Merci. Nous avons fait le tour des questions qui nous étaient posées. Il nous reste 2-3 minutes. Est-ce qu'un participant souhaiterait encore poser une question?
Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je fais vite un petit tour pour voir si quelqu'un a levé la main. Ça n'est pas le cas. Je crois que l'on peut donc vous remercier de votre présentation, qui était extrêmement claire, pas nécessairement joyeuse, mais enfin, je crois que le paysage est maintenant passablement clarifié sur la question des multiples responsabilités des administrateurs. Je vous remercie beaucoup de ce webinaire et je remercie les participants. S'agissant de la CCIG, vous trouverez sur la page de notre agenda les prochains webinaires ainsi que peut-être pour la rentrée des rendez-vous physiques où on pourra se voir en chair et en os. Merci infiniment et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, à bientôt.